cette nouvelle semaine qui démarre, que nous vous souhaitons d'ailleurs agréable et productive. Merci de prendre le rendez-vous en studio. Deux journalistes, deux confrères, Henri Ambodé et Nicolas Sopetin. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Brice Villaïtidi. Bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence municipale. La voix des Cotonois. Bonsoir, Brice Bril. Bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs sujets à évoquer au compteur de Hatue Débat ce soir. Merci de vous installer, chers amis auditeurs. Réveil spirituel pour le règne de la sagesse divine en 2026, c'est ce que prône Valère Azokota, invité de franc-parler ce dimanche sur Radio Cotonou. L'invité de Benjamin Honoré Naoum a laissé entendre que l'ambiance sociopolitique dans le pays actuellement fait craindre la violence pour 2026 et sa solution. C'est le réveil spirituel pour la sagesse divine en 2026. Au Bénin, ajoute-t-il, les termes oppositionnisme politique et mouvantionnisme politique qui sont des freins au développement. Nous écoutons Valère Azokota. Pas dans le livret de l'oppositionnisme idéologique et du mouvantionnisme idéologique. Mais quand oppositionnisme devient notre seule idéologie et mouvantionnisme devient notre seule idéologie. Déjà sous le président Yahi Boni, on avait connu, c'est la même chose. C'était ça. Mais tant que ça va être ça là, mais on ne connaîtra pas le développement parce que sans que les causes de nos problèmes, c'est plus profond que ce que nous voyons là. Le système politique. Quand on dit système politique, c'est au-delà de la conduite. Vous voyez, nos présidents, nos dirigeants et nos administrateurs, eux, ils sont à la commande du système. Mais le système nous a été légué. Le système politico-administratif nous a été légué, non? D'accord? Et nous avons pris ça et nous conduisons. C'est comme un véhicule que tu as acheté. Son moteur, c'est un moteur qui a des problèmes, mais on dit c'est le conducteur, c'est le chauffeur qui conduit mal. Et chaque fois qu'un conducteur vient, on change de conducteur, on voit que c'est le même problème, mais on va du mal en pire. Depuis 60, dites-moi, quel est le chef de l'État qui a contenté les Béninois, qui a répondu valablement aux aspirations des Béninois et à la fin de son rêve, on a applaudi. Voilà, Valère Azokota, invité de Honoré Benjamin Naoum sur Franc-Parler ce dimanche. Henri Ambodé, vous avez suivi un peu l'émission. Que comprendre des termes oppositionnisme politique, mouvantionnisme, oppositionnisme idéologique? Mouvantionnisme idéologique dont l'invité parle, il dit que c'est des freins au développement. Il parle également des perspectives qui sont sombres pour 2026. Mais non, on va faire peur aux citoyens béninois parce que quand on se lance donc dans cette dynamique en disant que 2026 il faut avoir peur, c'est que forcément dans la tête des citoyens béninois, c'est que en 2026 on va donc assister à du Wahala, alors que ça ne devrait pas notre prière pour notre pays, le Bénin. Non, écoutez, j'ai cherché donc à comprendre ces deux concepts-là qui me paraissent nouveaux, oppositionnistes et mouvantionnistes. Eh bien, il faut dire que c'est carrément des gens, quand on dit que vous êtes oppositionniste, c'est que vous êtes dans une dynamique de refus catégorique, d'accepter l'autre comme étant votre partenaire. Et ici, quand on observe un peu ce que dit Valère, il faut qu'on laisse tout ce qu'il y a comme politique et s'accrocher bien évidemment à notre identité. Réveil spirituel, ça peut être sur le plan catholique ou vaudouisant ou traditionnel. Maintenant, quand on observe bien, est-ce que, il a parlé également, il a dit que depuis 1960, est-ce qu'il y a des présidents qui ont répondu favorablement à l'aspiration des populations pour que, à la fin de son mandat, on l'applaudisse? On ne pourra pas, le système qui est mis en place ne permet pas de laisser un président répondre à toutes les aspirations du peuple, mais de faire l'essentiel pour que, à la fin de son mandat, qu'on puisse dire que, oui, celui-là, il a fait l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, peuple béninois, c'est qu'il y ait le bon vivre, qu'il y ait la paix, qu'il y ait ce que je peux appeler les infrastructures socio-économiques, qui est une condition favorable pour que les gens vivent mieux. Donc pour moi, ça peut être résumé à cela d'abord.
Alors Nicolas, vous l'avez suivi, Valère Azokota, il dit qu'on a coutume de s'attaquer au conducteur, mais le mal il est profond, c'est le moteur du véhicule qui est en panne, qui est en défection. Moi, je suis... Il propose d'ailleurs de s'engager à aider le peuple à retrouver sa spiritualité perdue. Bon, j'ai une position qui, d'une part, accepte une partie des propositions de M. Valère et qui n'est pas totalement d'accord avec une autre partie. Alors, d'abord, la partie sur laquelle je suis favorable ou je suis d'accord avec ce que dit M. Valère, c'est d'abord sur les thèmes d'oppositionnisme et du mouvantionnisme idéologique. Moi, ce que je comprends à travers cette philosophie de M. Valère, c'est au fait ce qui caractérise la politique béninoise, en tout cas de façon générale, de la politique africaine depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Au fait, les thèmes d'opposants ou de mouvanciers sont des thèmes que l'on utilise pour catégoriser des frères d'un même pays, d'une même république, qui en temps normal devraient défendre des idéaux, des idées qui promeuvent un certain nombre de valeurs, un certain nombre de comment appelle-t-on, de comportements allant dans le sens du développement de chaque pays. Mais il se fait que les peuples que nous copions dans le monde, en termes de démocratie, en termes de modèle de développement, il se fait que quand vous lisez bien la scène politique dans ces pays-là, vous ne constatez pas ou vous n'entendez pas ces expressions d'opposants ou de mouvanciers. Vous entendez peut-être la droite, la gauche, les centristes, les verts. Au fait, quand vous entendez la droite ou la gauche, c'est clair comme idéologie que chacune des parties défend. Mais ici, chez nous, on a tendance, quand vous captez même les chaînes internationales, qui sont des chaînes à la solde d'un certain nombre d'impérialisme, quand ils veulent parler de ces pays africains, d'ailleurs, ils n'utilisent pas ces thèmes de droite, de gauche, de centre, et carrément, c'est l'opposition de la mouvance. Or, comme l'a dit tout à l'heure mon cher confrère, au fait, quand on parle d'opposition, il n'y a rien que je puisse accepter chez vous. Je suis votre opposant. Or, en réalité, quand on parle de la scène politique, on devrait, et ça c'est ce que j'étais en train de défendre la dernière fois lorsque nous étions en train de parler des réformes politiques, des réformes du système partisan, on devrait avoir des regroupements des partis politiques qui, en réalité, ont des idéaux qu'ils défendent. Vous pensez que les termes opposition-mouvance sont assez flous et ne se situent pas clairement sur la perception idéologique? Merci mon cher Brice Bill. Au fait, c'est ça. Et monsieur Valère a eu ce mérite de révéler au fait ce problème-là qui mine nos sociétés dans la scène politique. Au fait, les gens vont dans l'opposition pas parce qu'ils ont trouvé un idéal qu'on est en train de défendre de l'autre côté qui pourra permettre à aller réellement au développement. La preuve, quand vous regardez même chez nous au Bénin aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train d'appeler opposition. Quand il s'agit de problèmes réels qui minent la société, qui devraient aider du quotidien des Béninois, est-ce qu'on a tendance que ça les préoccupe? De l'autre côté de la mouvance, quelqu'un a eu à même dire que l'État est un gâteau, que chacun va pour aller chercher sa part. Juste. Et là, on est dans un système de promotion d'une minorité qui s'accapare de la richesse du pays. Prenez par exemple un opposant. Leur quête perpétuelle, c'est d'aller prendre le pouvoir chez l'autre. Pas pour faire en sorte que le pain soit ce qu'est le partage quotidien. Non. Ils se préoccupent d'eux-mêmes. Voilà, donc ces expressions en réalité sont des idéologies qu'on a développées sans pour autant avoir de contenu qui véritablement ont pour objectif à terme de favoriser le mieux-être, le bien-être des peuples. Je suis totalement d'accord avec lui. Vous rejoignez alors l'acteur politique Richard Boni-Oro, qui, pour ne pas le citer, qui propose la suppression de ces termes. Aujourd'hui, opposition et mouvance. Moi, j'avais toujours pensé qu'en étant dans ce système, il sera difficile pour n'importe quel pays d'Afrique d'aller de l'avant. Tant qu'on n'est pas dans un système où on dit
nous cherchons à faire en sorte que le social soit ce qui est partagé. Non, sauvegardons ce qui est valeur où chacun se défend pour faire quelque chose et promettre quelque chose pour lui-même et pour la nation. C'est vrai qu'en politique, on vous parlera des jeux d'intérêt, mais en même temps, quand vous parlez de jeux d'intérêt, on parle de l'intérêt commun d'abord. Mais en réalité, chez nous, l'intérêt individuel est ce qui préoccupe au plus haut niveau et jamais l'intérêt commun. Encore que oui, on est d'accord dans certaines théories politiques où Adam Smith, par exemple, dit que oui, d'abord les intérêts individuels et la construction des intérêts individuels participe de la construction de l'intérêt commun et qu'on inverse la pyramide, ça c'est d'accord. Mais ici chez nous, il n'y a même pas question, quand vous les lisez, vous les entendez, il n'y a même pas question qu'on se préoccupe après l'intérêt individuel, de ce que l'intérêt individuel peut aller pour conduire à un bien-être et au mieux-être de chacun de nous tous. Et ça, il faut évidemment évoluer. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec M. Valère, le réveil spirituel, bon, ça, il faut davantage clarifier ce réveil-là. Moi, je pense que il doit avoir... Il pense qu'on se perd depuis 1960 sur tous les plans. Il faut que le peuple s'engage sur la voie de la conquête de sa destinée. Il pense qu'on doit se restaurer, chaque citoyen, qu'on doit restaurer la société. Ça, je préfère ce thème-là plutôt que le réveil spirituel. Parce qu'au fait, là, c'est pourquoi je dis il faut davantage clarifier les choses. Parce que... Qu'est-ce qui vous gêne dans le réveil spirituel? Non, voyez-vous, comme l'a dit, puisque mon confrère tout à l'heure a pris ça exactement dans le sens que le commun des mortels pouvait prendre, à savoir le réveil catholique, on va à la messe, on prie. Non, mais c'est pas lié à une religion. Justement, moi, c'est ce que je pense, ce n'est pas lié à une religion. Et il va falloir davantage instaurer dans la République, au fait, de débats, d'idées, où des gens, où les uns et les autres proposent ce qu'il faille faire. Au fait, une thérapie de choc qui fait en sorte que on n'est plus dans le système d'opposant, je suis opposé à lui, non. Je trouve que ce qu'il fait est mauvais, mais je propose ceci pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour dépasser ce que nous vivons actuellement, l'opposition classique. On va écouter Henri Yambonnet. Pensez-vous que l'invité de franc-parler de ce dimanche, pensez-vous comme lui que le Bénin devra explorer cette piste-là, la dimension spirituelle pour passer l'étape de 2026? Quand nous parlons de la dimension spirituelle, eh bien, nous parlons bien évidemment de la foi. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure le christianisme, j'ai évoqué donc la tradition. Et quand je me mets dans cette position-là, c'est sûr que, bien évidemment, le réveil spirituel dont il parle on va donc forcément s'accrocher à une identité spirituelle. Et l'identité spirituelle aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin, il faut reconnaître que le Bénin est laïque. Le Bénin a ses enfants qui fréquentent plusieurs divinités. Et la spiritualité a plusieurs dimensions. Quelle dimension Valère Azokota propose aujourd'hui pour les Béninois? La dimension divine, Dieu il est universel, c'est pour tout le monde. Oui, mais quand vous allez chez le Tolegba, quand vous allez à l'église, quand vous allez chez le Sapata, vous priez donc le même Dieu. Et donc, c'est pas que il n'y a pas ce réveil spirituel au niveau des Béninois, mais il faut peut-être demander à quoi ça retourne. Mais puisque pour lui, c'est qu'il faut qu'on ait une unicité. Est-ce que là, il propose qu'on aille à une unicité de divinité? Est-ce qu'il faut prier un seul Dieu? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tous les enfants du Bénin reconnaissent un seul Dieu, même si vous êtes catholique, même si vous êtes chrétien, vous êtes... même si vous l'appelez par divers noms. Par divers noms. Et on reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Et donc, ce Dieu-là, peut-être que lui, il veut bien sûr qu'on aille, comme on le dit très souvent, que le Bénin a une âme, a une divinité, qu'on aille restaurer cette divinité-là. Mais avec quoi on peut restaurer cette divinité-là au moment où tous les enfants du Bénin, bien évidemment, tous les enfants aujourd'hui reconnaissent déjà qu'il y a un seul Dieu qui existe et ils vont magnifier ce Dieu-là par divers chemins. Bon, pour moi, le réveil matinal,
ce n'est pas totalement la solution. Spirituel, pardon. Le réveil spirituel, c'est pas totalement la solution. Très rapidement, Nicolas. Non, vous pensez qu'il faut passer et explorer cette dimension spirituelle? Non, il parle de démocratie qu'on a importée, mais qu'on n'a pas, qu'on a mal copié. Qu'on a mal copié. Qu'il faut rattacher la démocratie à nos cultures. Ça, c'est exact. Moi, je pense que il n'a pas tort en l'évoquant. Parce que justement, tous les mots que nous décrions au niveau de la politique béninoise, africaine de façon générale et béninoise en particulier, ressortent de là, à savoir que, oui, on est allé copier quelque chose qui n'a peut-être aucune base, aucun principe lié à nos traditions, quand on parle de la démocratie. Parce que nous avons connu ici dans nos sociétés, la royauté, c'est ce que le peuple africain a connu. Et quand on parle de la démocratie, je ne pense pas que cela ait pu véritablement avoir une possibilité de rattachement à ce qu'on appelle la démocratie. Sauf que ici, les sociétés évoluant, il y a que on a de toute façon avec l'éducation occidentale que nous avons eue aussi, il faut quand même dépasser un certain nombre de traditions. Parce que vouloir rester toujours dans la royauté, c'est vrai. Il y a certains peuples qui ont été conservateurs d'un certain nombre de traditions et ça leur marche. Je veux parler de l'Angleterre, même si là aussi il y a toujours la démocratie d'une manière ou d'une autre. Ben ici, si nous devrions avoir cette démocratie à l'occidental, il va falloir la dépoussiérer d'un certain nombre de choses, parce que c'est de cette démocratie qu'on a un certain nombre de libertés d'expression, de droits qui nous amènent à dire je suis libre d'être opposant, je suis libre d'être mouvancier. Ben, on n'a pas su avoir le contenu réel que ça devrait pouvoir avoir, parce que quand vous regardez par exemple aujourd'hui ce qui se passe en France, c'est toujours la démocratie. Pourtant, regardez ce qui se passe, le chaos qui règne. Mais pourtant, dans cette société française, on arrive toujours à sauvegarder le minimum. Et quand chacun prend la parole, vous sentez que tout ce que le député français veut, c'est le bien-être et le mieux-être du français. Et pas seulement du français du présent, du français du futur. Ça, c'est une culture qui nous manque, nous autres, ici. On pense à tout de suite, on veut tout de suite tout bouffer, et bien, on s'en fout du chaos qui peut régner par la suite. Et là, aujourd'hui, et moi, je me suis dit, quand le président Patrice Talon prenait un certain nombre de réformes au niveau du système partisan, en évoquant les grands regroupements politiques, moi, je pensais qu'à la fin du rouleau, on aura ces regroupements-là qui seront conçus autour des idéologies, autour des idées que l'on défend, autour des valeurs sociétales qui permettraient de construire une nation. Et ça, je suis totalement d'accord avec M. Vallet lorsqu'il pense que nous n'avons pas encore l'idée de nation, nous n'avons pas encore cette nation-là, et que nous avons des regroupements de peuplement ethnique. Et il faut travailler pour. Est-ce que vous êtes inquiet pour 2026? Je vous parle en tant que... Répondez-moi en tant que citoyen. Voilà. Moi, je l'avais déjà exprimé. Je crains. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà... Très, très rapidement. Non, déjà par rapport au code électoral. Ça, moi, je crains. Ça, il a dit à plusieurs reprises ici. Et j'ai comme impression que aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition, on ne fait pas suffisamment assez pour aller à ce qui devrait nous aider à franchir ce cap-là dans la douceur. Vous croyez, mais vous n'êtes pas pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on peut toujours trouver la solution. Et c'est vrai, j'ai écouté l'introduction de cette émission où le doyen Benjamin Honornaem parlait de ce que certains se confient au génie du Bénin. Moi, je fais partie de ce camp-là qui pense que oui, on trouvera certainement un terrain d'entente. Le génie va se manifester, même si c'est à la dernière minute. Henri Abodé, vous êtes inquiet pour 2026? Non, je ne suis pas inquiet. Je veux rappeler quelque chose. Je veux rappeler que le réveil spirituel dont parle M. Valère, c'est qu'on prend conscience de ce qu'il y a un Dieu créateur universel et que sur ce coup-là, tout le monde est d'accord. D'accord? Mais il faut reconnaître que chacun dans son couloir reconnaît également que le Dieu, Dieu, grand D, dont il parle, est magnifié et vénéré. Mais au Bénin, dans la culture africaine,
tout à l'heure, mon cher ami, il parlait donc de royauté. Au niveau des royautés, quand vous allez si vous fréquentez un peu les couvents, vous allez comprendre que c'est pas de la démocratie qui règne dans le couvent, c'est la dictature pure. Quand l'aîné est là, vous ne parlez pas. D'accord? Mais c'est que au niveau de la République, oui, on a instauré cette démocratie-là pour permettre à tout le monde de parler, pour permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut. Mais dans la royauté, au niveau des couvents, quand l'aîné parle, vous ne parlez pas. Il y a le respect de la personnalité. Il y a le culte de la personnalité également. Et donc, c'est vrai que, oui, peut-être on a transposé la démocratie à l'occidental en Afrique, au Bénin, mais on ne se l'est pas approprié. Voilà. Et donc, il faut peut-être aller comprendre autrement comment faire aujourd'hui pour que ça conduise au développement. Parce que c'est ça l'essentiel. Si on a la démocratie et que ça ne conduit pas au développement, alors là, c'est peine perdue. Maintenant, vous me posez la question d'avant, si j'ai peur pour 2026, non. Moi, je n'ai pas peur. Parce que forcément, je me dis qu'en 2026, la tendance va s'opérer. Je me dis qu'en 2026, oui, on va faire les élections comme cela se doit. Je me dis, en 2026, eh bien, le génie béninois va parler. Parce que nous n'avons pas eu cette éducation-là de nous affronter, même si à un moment donné, il peut y avoir accrochage, malcompréhension, ben on peut, à un moment donné, même dans la nuit tardive, on peut s'asseoir, se comprendre. Quand vous parlez d'alternance, vous parlez de quoi? Je parle, monsieur, de l'alternance à la tête du pays. Je parle, monsieur, de l'alternance à la tête, donc, de certaines structures, de certaines institutions de la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tous les regards sont fixés sur l'élection présidentielle, parce que c'est l'élection qui est plus en vue. Et donc, les élections générales de 2026 sont des élections de grands enjeux. Mais déjà, pour moi, c'est qu'il y aura forcément alternance. Voilà le problème que nous pose ici notre démocratie, comme nous le concevons, nous autres. C'est vrai, on pense que on va finir sur on prend les mêmes et on reprend. L'alternance, est-ce que c'est véritablement cela? Déjà que il y a tellement de problèmes d'ordre social, d'ordre économique, financier que... Mais vous n'avez pas proposé quand même que la même personne reste non, je suis d'accord. Puisque l'alternance dans la tête du commun des mortels, c'est au fait... c'est passer à autre chose. Passer à autre chose. Ouais. Ça dit que nous passons du président Talon pour reprendre ce même camp qui a soutenu le président Talon avec tout ce que nous connaissons, ce que nous avons vécu. C'est cela l'alternance véritable. Le pouvoir, si c'est qu'on va mettre ça sous le coup de l'alternance. Donc forcément, c'est ça. C'est pas que forcément que... Il faut passer de la mouvance à l'opposition. C'est la vie de Nicolas. On va passer à un autre sujet. Les députés, vous le savez, les députés du parti d'opposition, les démocrates, ont voté contre le budget de l'État exercice 2025. Les raisons qui sous-tendent le rejet des démocrates, selon la déclaration lue par Nourenou Tchadé, président du groupe parlementaire, les démocrates sont: la première, c'est le décès du jeune Faisal Louourou suite à la bavure policière qui s'est produite à Parakou. La deuxième raison est relative à l'interdiction de la récente réunion du parti Les Démocrates à Ndali. La dernière concerne bien sûr leur mécontentement contre la sortie du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Celle-ci a répondu à certaines de leurs récriminations contre le président de l'Assemblée nationale. Nicolas, que retenez-vous de ces explications? Non, ils ont le droit de voter pour, de voter contre une loi ou encore contre un budget ou de rejeter un budget. Sauf que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, pour moi, ce ne sont pas de réelles accusations, de réelles motivations qui auraient pu permettre de rejeter un... Les raisons ne sont pas valables. Bon, pour moi, c'est dit que, en fait, la bavure policière, je sais pas, ça a quoi à foutre avec un budget qui devrait permettre la construction d'une vie saine et sérieuse d'un peuple. Moi, je me demande. Au fait, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Quand vous prenez l'opposition, vous prenez la mouvance, on n'a pas tendance à penser que c'est des gens qui ont une idée de ce que les gens vivent, de ce que... Parce que, par exemple, quand moi je lis cette raison, certaines de leurs raisons par rapport à ce rejet-là, je me demande... Est-ce que excusez-moi l'expression, moi je pense que dans la politique béninoise, quelque chose ne va pas.
Et là, malheureusement, c'est encore des cadres, c'est encore des intellectuels qui réfléchissent bien, je sais, mais qui pourtant, au fait, on m'aurait pu dire, par exemple, qu'on a rejeté ce budget parce que on a prévu telle dépense dans le budget qui, ma foi, n'est pas objectif. On aura prévu tel projet pour 2025 pour qui, à leur niveau, qui ne pourrait par exemple avoir d'incidence sur le quotidien de Béninois. J'aurais préféré des choses comme ça. Mais quand je vois ces raisons-là, je me dis, mais est-ce que ces gens-là, excusez-moi l'expression, est-ce qu'ils sont sérieux? Moi, c'est ma question. Et voyez-vous, et de l'autre côté de la mouvance, vous pouvez avoir des arguments qui, ma foi, ne sont pas aussi soutenables par rapport à ce qui fait qu'on vote pour ce budget-là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des chiffres qui ne sont pas aussi objectifs dans le contexte? Vous pensez que le décès du jeune Faisal, dans les conditions qu'on nous a appris, ce n'est pas des raisons valables pour rejeter un budget? Peut-être souhaiteriez-vous que les démocrates prennent de la hauteur par rapport au budget qui t'a par exemple, énoncer ces raisons en d'autres circonstances? Merci. Voilà, moi je me dis, mais ok, qu'on ait rejeté ce budget-là à cause de ça, qu'est-ce que ça fait dans le vote du budget? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on refuse au gouvernement par rapport au vécu quotidien des Béninois en 2025? Est-ce que ce n'est pas mieux, en tant que député de l'opposition qui veut construire ce pays-là, d'aller voter une loi, par exemple, qui recadre la police, qui redonne une ligne directive à la police républicaine, quitte à ce que cette loi soit rejetée et qu'il monte au créneau pour dénoncer alors la mauvaise volonté du gouvernement, du camp adverse, de ne pas protéger suffisamment les citoyens. Moi, je pense que ça dit que il y a quelque chose qui ne va pas. Au fait, on veut tout faire pour se montrer vraiment opposant. On s'oppose à tout, pas dans l'objectif que à terme nous avons à proposer ceci qui va avoir des retombées positives sur le quotidien. En fait, il faut toujours faire référence à ces nations-là, à ces pays-là, que nous tentons de copier. Moi, je vois, j'entends beaucoup, je suis beaucoup l'actualité en Europe, en France, aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe. Voyez-vous, les gens, quand ils prennent une position, vous lisez dans leur discours la part du peuple dans ce qu'ils font. La part de... Barnier a été censuré, mais parce que justement, le budget proposé par Barnier ne répond pas aux aspirations du peuple français. En tout cas, selon la majorité des députés qui ont proposé cette censure. Ici, là, est-ce qu'on rejette le budget parce qu'on ressent on sait que ce qui est en train d'être proposé n'est pas objectif, ce qu'on est en train de proposer n'est pas réaliste? Parce que c'est possible. Et donc, il faut aller revoir les chiffres pour être dans la réalité des choses qui permettent au peuple en termes de souffler. Notre député démocrate a laissé entendre que c'est un budget qui ne va pas avoir d'incidence sur le quotidien de Béninois. Mais c'est ça. Henri, vous pensez que c'est des raisons valables qui peuvent motiver le rejet des démocrates? Je vais revenir donc sur les trois raisons essentielles que vous avez évoquées tout à l'heure. Vous avez parlé, messieurs, de la bavure à Parakou avec la mort donc, de notre jeune Béninois, de ce jeune Béninois, Faisal. On présente donc les condoléances donc, à la famille. Maintenant, écoutez, les députés démocrates ont d'autres voix pour censurer le gouvernement par rapport à cette affaire de bavure policière. Ils croient qu'ils peuvent même aller proposer une loi pour interdire que les policiers donc, aient la gâchette facile sur les hommes et les citoyens béninois qui n'ont pas d'âme sur. Et donc, ils n'ont pas à s'opposer au budget. Au budget. Donc, ça fait un. Je prends leur récente réunion qui a été bien évidemment refusée. Mais écoutez, si vous n'avez pas, pour ce que j'ai appris là, si vous n'avez pas respecté, si vous n'avez pas, dans la République, il y a une loi, il y a des démarches à faire, des formalités à remplir pour s'autoriser, pour faire des réunions. Si entre-temps, vous n'avez pas fait ces formalités... Les démarches ont été faites, ont-ils dit. Mais écoutez, s'il vous plaît, mais si vous n'avez pas ça dans le délai, le maire ne peut pas se lever et interdire une réunion.
Encore que ce n'est pas de son ressort de refuser. Si les démarches ont été effectivement faites, bien sûr, on ne devait pas assister à ce qu'on a assisté là. Mais dans la dernière raison qu'ils ont évoquée, vous avez parlé donc de la prise de parole du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Mais là d'abord, je voudrais donc inviter le député Noureno Tchadé à adopter une position de sage. Dans ses propos, si vous avez quelque part, il a dit l'ingrat porte-parole. Ce n'est pas des propos qui peuvent sortir de la bouche d'un député comme celui-là. Parce que... Mais il dit que le porte-parole est payé par les ressources de l'Assemblée nationale non. Et le porte-parole s'oppose aux députés de l'opposition. Non, c'est de bonne guerre. C'est ce qu'il a dit. Brice Bila a dit, vous qui êtes là, oui, vous êtes travailleur ici, mais le directeur ne peut pas vous insulter, ingrat. Brice Bila a dit, non, c'est pas possible. Encore, qui le fait, qui le dit? C'est le député Noureno Tchadé qui le dit publiquement. Donc, déjà, il y a une question d'éducation. Président du groupe parlementaire. Il y a une question d'éducation, il y a une question de sagesse qu'on doit, comme le dit Valère Azokota, il y a une autre manière d'éduquer désormais les gens. Parce que c'est pas parce que vous êtes homme politique que parce que vous êtes opposant que vous allez sortir des propos qui ne cadrent pas. Là, c'est maintenant. Quand on prend le budget même, le budget, c'est un instrument, c'est un outil éminemment politique qui va permettre, monsieur, au gouvernement de faire, je dirais, de mettre en œuvre ses ambitions, ses intentions et tout le reste. Et donc, pour moi, oui, ils sont en droit de voter ce budget-là, mais s'expliquer après, c'est qu'ils se reprochent quelque chose. Alors, je préfère qu'il y ait la position inverse, que déjà, puisqu'ils ont eu le document avant, parce qu'ils ont eu le document et ils ont eu des ministres qui ont défilé devant eux. Ils ont travaillé en commission. Ils devaient déjà commencer par annoncer, mais écoutez les Béninois, écoutez chers citoyens, dans tel domaine, nous avons proposé qu'il y ait telle chose, mais ça n'a pas été pris en compte. Mais si on ne prenait pas ça en compte, nous autres, en tant que députés de l'opposition, nous allons voter contre ce budget. On n'a pas eu ça, malheureusement. On n'a pas eu ça, malheureusement. C'est après que, on se cache derrière une communication sur les réseaux sociaux pour expliquer, pour dire que oui, c'est un budget irréaliste. Non, mais écoutez, Nicolas dit quelque chose qui est capital. Le budget prend en compte la construction des voies, prend en compte, par exemple, des mesures sociales. Si je prends, par exemple, je prends les microfinances aux femmes. Mais ces femmes-là sont, même s'ils sont militantes démocrates, c'est ce budget-là qui va leur permettre d'avoir ces ressources-là. Mais vous avez voté contre. Donc, il y a forcément une intention. Bon, on est en politique, et bien évidemment. Prend en compte les salaires des députés. Des députés également. Oui, donc il y a une intention. Peut-être les ressources liées à l'audit du fichier électoral. Pourquoi pas? Bon, il faut se non, mais moi, Donc, ce budget-là prend en compte c'est dans nos choses. Ils ont évoqué également la question des AME. Mais c'est ce budget-là qui va prendre en compte le reversement des AME. Mais si vous votez contre ce budget-là, alors là, vous êtes contre les intérêts du peuple pour lequel vous travaillez. Entre-temps, en 2024, c'est seulement Léon Basilakos qui avait voté pour ce budget-là. Mais pour la loi de finances, après, il s'est expliqué. Mais dans le même temps, Noureno Tchadé arrive à assister aux cérémonies de lancement des voix inscrites dans les CEMIJ. Donc, il y a que de l'hypocrisie au niveau de la politique. Et donc, je reviens à ce que mon cher ami avait dit, qu'on laisse donc tomber l'opposition et la mouvance, qu'on parle de gauche et de droite. Il y a une chose qu'il faut rectifier. Au fait, bon, c'est vrai, on a assisté à ce genre de choses depuis un bon moment, depuis sous le régime Talon. L'interdiction des marches, l'interdiction des manifestations, ça, on a assisté à ça et ce n'est pas bon. On le décrit. Et moi, je pense que les députés, les démocrates, je ne sais pas, est-ce que c'est leur manque de courage, est-ce que c'est leur manque de stratégie, je vais même dire, qui les amène à ne pas trouver les opportunités, les canaux les plus idoines, les plus appropriés pour dénoncer un certain nombre de faits dans la République. Moi, je pense que le rejet d'un budget ne saurait être lié à ces raisons qu'ils ont je crois que par rapport au décès du jeune de Parakou, oui. Les démocrates ont fait une visite au domicile du jeune Faisal, où ils ont fait une déclaration à l'époque. Je pense que c'est largement suffisant. Et on aurait pu continuer dans cette même ligne. C'est ce que je disais. Je disais en faisant comprendre que ils avaient la possibilité, ils ont la possibilité, ils ont encore la possibilité de proposer une loi
quitte à reformer l'armée, quitte à réformer la police républicaine. À ça seulement, et le peuple va les applaudir. Oui, parce qu'il y a pas ce jour-là où on enregistre de bavures policières. Il y en a. Et on en parle ici, on dénonce cela. Moi, j'ai évoqué même un certain nombre de formations continues à nos forces de l'ordre. Je pense que eux autres, ils ont plus de moyens d'agir que de profiter d'un... Non, ça, moi, je pense que je suis désolé, je dois le dire haut et fort. Et ils ont manqué du punch à ce niveau. Ils ont manqué de réflexion, à mon sens. Parce que, et comme le disait mon cher confrère tout à l'heure, mais le document leur est pas venu il y a longtemps. Ils auraient pu avoir le temps de lire, encore que, on sait combien on a des députés aujourd'hui, excusez-moi l'expression, est-ce qu'ils ont cette capacité intellectuelle à bien lire un document de budget, de bien comprendre et de cerner. Encore que... Lire et comprendre, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ce que je dis. Ils ont un cabinet pouvoir interpréter. Non, on sait comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils ont véritablement ce cabinet qui fonctionne normalement? Je parle de tous les députés. Non, c'est pas de l'injure. On sait comment... Vous savez... Vous vous rappelez de cette visite, de cette rencontre entre le chef d'État et des femmes députées. Le chef d'État lui-même a été désolé de constater que oui, cette capacité intellectuelle pour la plupart ou beaucoup d'entre elles manquait. Mais non, et ça, c'est un autre problème de notre démocratie. Vous posez un problème crucial également par rapport au positionnement, par rapport au casting qui se fait. Voilà. Parce qu'en réalité, qui on prend et on dépose sur la liste. C'est celui-là ou celle-là qui est nanti, celui-là ou celle-là qui peut-être peut trouver 1 700 000, celui-là ou celle-là qui peut financer la campagne. Et donc la capacité intellectuelle dont vous n'a pas de sens chez eux. Cela aurait pu permettre, par exemple, de lire un document comme le budget et de relever des points saillants qui ma foi, on trouvera ça dedans. Parce que moi-même, j'ai lu des chiffres faramineux sur les réseaux sociaux. Je me dis, est-ce qu'on est dans une certaine objectivité ici? Alors, j'aurais pu penser, par exemple, penser que les députés, les démocrates, parle par exemple de ces mesures sociales de revêtement des AME. Et que ce qui est en train d'être proposé là n'est pas de ce qui pouvait être dans un budget pour véritablement aider cette couche juvénile à véritablement se sortir de leur misère qu'on leur inflige. Alors, j'aurais pu penser qu'on dise que dans le domaine de l'énergie, ce qu'on attendait de ce gouvernement, il n'a pas eu ça. On va rapidement. Malheureusement, c'est ces raisons qu'on a évoquées dans non, je suis désolé. Il faudrait que notre opposition puisse véritablement changer de fusil d'épaule et de stratégie pour véritablement mener à bout son combat. On va finir le sujet en écoutant l'honorable Abdel Kamal Ouassagari, le député, les démocrates élus de la 4e circonscription électorale. Le groupe parlementaire, dans toute son entièreté, a voté contre le budget général de l'État exercice 2025, avec plusieurs raisons. Premièrement, le budget d'abord n'est pas réaliste. La capacité de mobilisation même du Bénin fait un peu moins de 1500 milliards, avec un budget de 3500 milliards. Où trouver le reste des ressources? Donc ça peut vous dire que nous faisons une course effrénée à la dette. Cette dette qui aujourd'hui est à plus de 52%, qui hypothèque l'avenir de nos parents. En griffe, le gouvernement dit que le port fait de bons chiffres d'affaires, à part le Niger qui était un grand partenaire du Bénin, on ne sait pas par où le port arrive à faire de grands chiffres d'affaires. De deux, je prends du côté de l'éducation, les AME. Il a été dit l'année passée, lors du vote du budget, qu'en 2024, 3 000 AME devaient être reversés. Et chaque année, ça devait être pareil. Donc, nous attendions ce que dans le budget de 2025, à la fin, qu'on trouve 6 000 AME. Mais je dis, dans le contenu du budget, le reversement d'aucun AME n'a été effectif. Dans le budget ici 2025, il y a un amendement. Cet amendement qui dit que tous les industriels qui achètent les intrants, le soja et le cajou, et qui n'arrivent pas à transformer le soja et le cajou, entre la fin de leur production et le début d'une autre campagne, ces industriels peuvent vendre le cajou et le soja à l'extérieur sans payer les taxes et douanes. Nous disons qu'il faut mettre des conditions pour permettre aux Béninois de trouver au minimum 2 repas par jour. Par rapport à la réalité que nous observons, si on fait l'analyse, on se rend compte que le gouvernement a échoué. Et nous ne pouvons pas accompagner un gouvernement dans l'échec. On lance des projets qui n'évoluent pas, on relance d'autres projets parce qu'on est en fin de mandat.
mandat. Dans ces conditions, personne ne peut croire au réalisme de ce budget et c'est pour cette raison que unanimement, en demandant au gouvernement de rendre la gratuité de la dialyse n'est pas effective, nous allons dire alors, en pensant à ces dialysés qui souffrent matin, midi, soir, aujourd'hui nous disons que nous ne pouvons pas accompagner. Voilà, l'honorable Abdel Kamel Ouassagari, député Les Démocrates, élu de la 4e circonscription électorale. Je vais vous laisser réagir rapidement à ces propos. Nicolas d'abord. Oui, Ouassagari, voilà. Ça, c'était un intellectuel qui parle. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans le parti Les Démocrates? Est-ce que celui-là, par exemple, qui, ma foi, visiblement a lu ce document? Voilà, ça... Les raisons apparemment varient d'un député à un autre. Malheureusement, c'est ce que je constate. Et j'ai dit que ce parti, les démocrates, n'a pas encore trouvé le bon bout. Ou encore quelque chose encore, parce que ça, visiblement, ça dénote de ce que quelque chose ne va pas encore à leur sein. C'est quand même pertinent ce que dit l'honorable. Bien sûr, ça, je suis totalement d'accord avec Ouassagari. Ouassagari, parce qu'effectivement, en 2024, c'est le chef de l'État lui-même, dans son discours, qui avait effectivement qui promettait que les AME devraient être reversées. Et le ministre des Finances en avait abondamment parlé également. Mais rien n'y fit en 2024. On est encore en 2025 et un autre budget en parle. Et est-ce qu'un député sérieux peut encore accorder du crédit à un gouvernement pareil? Alors ça, si c'était ces raisons que je viens d'entendre de M. Ouassagari, qui était évoqué par le porte-parole de ce groupe parlementaire, j'aurais pu applaudir au départ. Mais malheureusement, j'ai écouté des raisons qui, ma foi, sont fallacieuses et qui n'ont rien à voir avec le vote d'un budget. Et mais M. Ouassagari vient de me confirmer que oui, on peut lire le budget et trouver des failles. On peut ne pas accorder du crédit à ce budget-là, parce qu'effectivement, lui, il a évoqué, jusqu'à parler de ce qu'on dit au niveau de notre port de Cotonou. Il a parlé des dialysés qui souffrent. Qui n'est pas raisonnable. Et puis, un budget de 3 000 milliards et plus, seulement une mobilisation de moins de 1 000 milliards. Et oui, la dette... Le gaffe vient d'où? Et j'ai lu le ministre des Finances également sur ce point-là, qui évoquait les dettes, qui comptait sur les aides. Non, mais moi je me dis que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Henri Abodé, et là, oui. je me rappelle des propos d'un certain nombre de députés dont je vais faire taire le nom ici, qui disaient que les pays les plus développés sont les plus endettés. Non, mais dans le même temps, moi j'ai écouté aussi un intellectuel français qui évoquait la dette de la Côte d'Ivoire, qui risque d'être pris désormais par les fonds vautours. Et qu'il y a un grave danger pour les générations futures. Quand on évoque la dette et qu'on pense qu'on peut vivre sur des dettes et qu'on pense qu'on peut développer un pays sur des dettes. Henri Abodé, vous avez suivi l'honorable. J'ai suivi l'honorable. Il y a 3 points qui me paraissent très importants, sur lesquels, déjà même avant le vote le jeudi dernier, sur ces points-là, l'honorable, donc, j'allais dire, les députés donc, pouvaient communiquer abondamment et attirer l'attention bien évidemment du gouvernement et les faire fléchir. Je prends le cas de la gratuité, donc de prise en charge des dialysés. Si entre-temps, il y a une bonne communication autour de cette raison-là, aucun Béninois ne soutiendrait pas les députés par rapport à ce vote-là. Je prends le cas de... oui, il y a une autre raison qui a été évoquée là. Dette, par exemple, dette. Ok, oui, en expliquant, les Béninois comprendraient. Mais je suis pas d'accord avec lui quelque part où il disait que oui, le Bénin a seulement une capacité de mobilisation de 1 milliard de 1000 milliards et que 1500 milliards. 1500 milliards. Non, il ne peut pas dire ça. Il n'a qu'à aller. Vous voyez, quand on prend un budget dans le processus même de fonctionnement, on peut déjà. C'est pas seulement les dettes donc qui sont prises en compte. Il y a d'autres aspects qui sont pris en compte. Oui, c'est pas seulement le Niger qui est le partenaire officiel, le pourvoyeur du port de Cotonou, mais il y a d'autres partenaires. Malgré que la frontière est fermée, l'économie béninoise se porte à merveille toujours. Donc c'est pas, on va pas donc s'adosser sur le sol Niger parce que le Niger donc a fermé ses frontières.
frontière. Non, je propose que pour les prochaines la fois... La frontière fermée, l'économie béninoise se porte à merveille. Avec merveille. Moi, je doute fort. C'est vous qui le dites, Henri Ambonné. Je doute fort. Vérifiez, vous allez voir. Mais je l'ai même entendu, même du porte-parole du gouvernement. Ce que je propose il ne dira pas le contraire. Hein. Non, ce que je propose là, que prochainement, pour cette démarche-là, que les députés démocrates s'expliquent d'abord avant de poser l'acte. Au lieu de poser l'acte et commencer par s'expliquer. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Parce que là, si entre-temps, devant le peuple, vous allez voir que si entre-temps, ils avaient commencé par parler de la gratuité de prise en charge des dialysés, vous allez voir que le gouvernement aurait dit attention, il y a une communication autour de cette affaire-là. Il faut qu'on change de ligne et qu'on prenne désormais en compte cette gratuité-là. Mais bon, c'est après avoir voté contre le budget, et le budget il a passé avec les 81 voix, et donc le budget sera mis en exécution. Non, mon cher Brice, moi j'ai un... 30 secondes. Mon problème, moi j'avais déjà dit au départ, on est en droit de voter contre ou pour un budget, mais que ce soit des raisons bien solides, véritablement bien motivées. D'accord. Merci. Et ça, c'est ce qui a manqué au niveau du porte-parole du groupe parlementaire, monsieur Noureni Achadé. Et mais avec porte-parole des démocrates, président du groupe parlementaire. Au fait, ce que je viens d'entendre en dernière position par rapport à Oussagari. Il y avait eu raison, parce qu'il y avait 8 députés. Chacun dira pourquoi il n'a pas voté. C'est normal. Il faut quand même qu'il parle d'une voix unanime. Voilà, il faudrait qu'il parle d'une voix. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Maintenant, on ne peut pas leur reprocher. Effectivement, il y a quelque chose à faire en amont qui n'a pas été fait. La large communication sur des raisons, pour des propositions. Et ça, c'est ce que nous disions par rapport à ce qui est opposant aux mouvanciers ici. Sinon, on aurait pu peut-être même entendre des mouvanciers aussi reprocher un certain nombre de choses. Même le camp Macron reproche des choses au budget de Barnier. Donc, on va évoluer dans les échanges. Merci de rester avec nous. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, vous êtes sur Actu et Débat Radio Cotonou. Nous sortons maintenant du Bénin. L'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, a remporté dimanche le scrutin présidentiel organisé samedi dans son pays, même si les résultats ne sont pas encore officiels. Son adversaire, l'actuel vice-président sortant, Mahamadou Bawumia, a reconnu sa défaite et a félicité le nouveau dirigeant du pays. L'ancien président ghanéen s'apprête donc à revenir au pouvoir 8 ans après l'avoir quitté. Nous allons suivre l'ambiance dans les rues ghanéenne. Voilà, des Ghanéens visiblement heureux, Henri Ambonné. Ils ont opté pour le changement. J'observe que dans les pays africains, nous avons un comportement. C'est ce que nous rejetons, que nous réclamons et que nous acceptons après. Oui, il était au pouvoir, il a été déchu, les Ghanéens ont décidé, je le dis comme ça, de le renvoyer et de positionner une autre personne, mais ils n'ont pas été satisfaits. Et il le ramène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se demande, mais que voulons-nous en fin de compte? Voilà. Eh bien, félicitations à lui. C'est tellement que il a appuyé donc sur les différentes gâchettes sur lesquelles le pouvoir en place n'a pas travaillé. Il a travaillé, il a peut-être fait, il a campagne sur un certain nombre de choses sur lesquelles le gouvernement n'a pas travaillé. Peut-être que en l'observant bien, vous allez comprendre qu'il y a des aspects sur lesquels le gouvernement n'a pas du tout travaillé. Et lui, il promet travailler sur ces aspects-là, ce qui a fait que les Ghanéens lui ont fait confiance. Voilà. À mon avis, il y a un phénomène, et ça je suis d'accord avec monsieur Henri. Nous n'avons que 5 minutes. On a tendance à rejeter une chose et après on le reprend. La même chose peut se passer au Bénin. Hein. Si c'était permis on va y revenir. Si c'était permis que le Bénin... Dites-moi d'abord, célérité dans la proclamation des grandes tendances, reconnaissance de la défaite par le candidat au pouvoir. Ça élève la démocratie. Encore de belles leçons de démocratie venant du Ghana. Ça, je suis très d'accord avec vous. Et
on a à apprendre de ceux-là, des élections crédibles, transparentes et qui permettent de désigner clairement quelqu'un voulu par le peuple. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais l'autre leçon que je veux retenir, c'est dit que, ce que je constate, je veux dire, au fait, vous voyez, c'est dommage. Ça rejoint un peu, c'est pourquoi je trouve une logique dans les thèmes que vous proposez ce soir. L'oppositionnisme et le mouvantionnisme, voilà ce à quoi ça découle. S'il était permis que le président Yahya Boni se positionne pour 2026, vous allez voir comment il va battre le candidat du camp de Talon. C'est dommage. J'ai comme l'impression que quand les gens utilisent le peuple pour venir au pouvoir, en fin de compte, ils se retournent contre ce même peuple. Et on a tendance à penser, on pense que on veut faire le bonheur du peuple. Vous pensez que la crise économique, la vie chère ont eu raison du candidat du parti au pouvoir? Ça, c'est clair. Et puis, c'est des gens, quand ils sont au pouvoir, n'arrivent pas à écouter la masse, le peuple. Ils n'écoutent que le restreint groupe qui se retrouve. Il y a quelque chose à corriger. Il y a quelque chose à corriger. Quand vous amenez celui dont vous voulez au pouvoir, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vienne dans votre maison et vous donne des plats de riz. Non, je suis désolé. Personne ne dit ça. En fait, non, arrêtez, c'est ça. En fait, les gens, aujourd'hui, quand ils votent pour un candidat, c'est qu'ils attendent que leurs conditions de vie soient améliorées. Oui, ils attendent que, tout de moins, forcément, oui. Maintenant, quand ça ne va pas, on ne cherche pas à comprendre ce qui est à la base. Quand on parle de cherté de la vie, est-ce que ça dépend réellement du président? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher les causes ailleurs? Quelque chose a commencé ici. C'est ça aussi. Au lendemain de l'élection de président Talon, lorsqu'on a commencé à dire qu'il faut déguerpir les gens de la rue, des places publiques, il fallait mettre de la manière. Et quand on a commencé, le cri d'alarme a commencé en même temps. On a dit il faut faire autrement. C'est mauvais de la façon dont vous gérez, dont vous faites les choses. Mais tout de suite, on a pensé que ceux qui disent ça sont des opposants. Sont ceux-là qui ne veulent pas que le Bénin soit propre, que le Bénin soit ceci ou cela. Et on a conduit tout droit. Est-ce que vous ne savez pas que ça a été le début des problèmes du quotidien des Béninois? On a eu des gens, après cette on a eu des gens qui sont morts. Aujourd'hui, on a eu des gens qui sont disloqués. Aujourd'hui, on applaudit qu'on a de belles routes, mais il faut arriver au moins à dégager ces gens-là qui s'exposent, bien sûr. Quand les gens se mettent sur les trottoirs. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue devant les bœufs? C'est maintenant que les marchés sont en train de terminer. Les marchés Nicolas, est-ce qu'on n'aurait pas pu... En réalité, on ne devait pas permettre que les citoyens aillent s'installer dans les places publiques. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'on aurait pu faire en sorte à écouter la masse. Et tous les présidents, la plupart des pays africains, quand vous feriez ça, vous ne mettrez jamais, vous mettrez jamais votre programme. Dernière question. Le peuple ne saurait jamais. Nicolas, nous sommes au terme de l'actuel débat. J'ai une dernière question, ce sera votre mot de la fin. Le Ghana, en Afrique, devient le 5e pays où l'opposition a gagné cette année. On a eu le Botswana, l'île Maurice, le Sénégal, la République autoproclamée du Somaliland. Oui. Alors, après Lula, Donald Trump, John Dramani Mahama, est-ce que le pouvoir est en marche vers l'opposition au Bénin? On va écouter d'abord Henri Yabodé. C'est une question piège. Non, répondez. Répondez à la question. C'est pas systématique. Est-ce qu'on pourrait le dire? Non, nous ne sommes pas dans la même situation politique. Et donc, on ne peut pas comparer ces pays-là au Bénin. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que pour les élections de 2026, on va assister peut-être à un bouleversement, soit au niveau donc des élections législatives, soit au niveau des élections. Les Béninois vivent la même situation qui ont fait perdre le pouvoir au parti de la mouvance au Ghana. Mais non, tout peut changer. Tout peut changer. D'accord, merci. On va écouter Nicolas. Non, en 2 mots, il fallait répondre. Moi, je pense que si les choses devraient se faire dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison que la mouvance actuelle gagne les élections en 2026. Moi, c'est tout. C'est-à-dire que le président Talon même devrait en prendre conscience. Peut-être que le peu de temps qui lui reste peut l'amener à changer la donne, ce qui sera très difficile parce qu'il y a une philosophie au Bénin qui dit celui qui a longtemps fait le mal, lorsqu'il voudra faire le bien, on lui refusera cela. Qui a fait le mal? Non, je dis... Vous parlez de qui? Non, je dis que si vous, entre-temps, les gens n'ont pas été d'accord avec vous par votre fait, par ce que vous faites,
Vous n'attendez pas que... difficile de changer. Un peu de geste que... Merci Nicolas Sopréter, merci à Henri Baudet, deux confrères sur Actuel Débat en studio ce soir. On va se souhaiter une agréable soirée, chers invités. Merci pour votre disponibilité renouvelée. Merci aux auditeurs qui étaient à l'autre bout de cette communication. Patrice Bedja, Jobchik Père m'a accompagné à la partie technique. Infiniment merci pour cette dynamique participation. Je suis Brice Bill Laïtjedji. À bientôt.